Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la restructuration du RHDP, le parti au pouvoir. Au terme d'un conseil politique cet après-midi, il a été acté la restructuration de la formation politique. Le directoire du parti sera présidé par Gilbert Kone-Kafana quand le secrétariat exécutif revient à Adama Bictogo. Le parti s'est aussi prononcé sur l'actualité sécuritaire dans le pays. Le nom du prochain président de la Fédération ivoirienne de football sera connu le 23 mars prochain. C'est ce qu'il faut retenir de l'Assemblée générale de l'organisation qui s'est tenue ce week-end. Plusieurs sujets au cœur des débats, notamment la question des parrainages et le quitus accordé à l'ancien bureau sortant. Et puis à l'étranger, les sanctions contre la Russie ne s'arrêtent plus. Le pays ne participera pas au Mondial 2022 au Qatar en réponse à la guerre en Ukraine. Un camouflet pour un pays qui a organisé la Coupe du Monde 2018. L'UEFA et la FIFA se sont mises d'accord lors d'une réunion exceptionnelle ce lundi. C'est un rendez-vous très attendu. L'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football sera connue le 23 mars prochain. C'est ce qu'il faut retenir de l'Assemblée générale de la FIF. Tenue ce week-end, plusieurs sujets étaient également à l'ordre du jour, notamment la question des parrainages et le quitus accordé à l'ancien bureau sortant. Les précisions de Salifia Lekwe. L'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de football se tiendra le mercredi 23 mars prochain à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Telle est l'une des décisions de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue du vendredi au dimanche dernier à Abidjan. Ces assises ont également été consacrées à l'examen et à l'adoption des statuts et code électoral de la Fédération ivoirienne de football. L'Assemblée a donné le quitus à l'équipe sortante à hauteur de 65 voix pour et 59 voix contre, soit 51% pour et 46% contre. Les dirigeants des clubs et groupements d'intérêt étaient encore samedi dernier au travail pour le toilettage des textes. Débuté à 10h, c'est aux environs de 2h du matin, hier dimanche, que finalement, la rencontre s'est terminée avec une décision satisfaisante pour le football ivoirien. En ce qui concerne les parrainages pour participer à l'élection, le candidat à la présidence devra réunir 8 parrainages, 3 parrainages Ligue 1, 2 parrainages Ligue 2, 2 parrainages pour les clubs de 3e division et 1 parrainage pour les groupements d'intérêt. L'ouverture des candidatures débute le 5 mars 2022. Quant à la campagne électorale, elle sera ouverte le 15 mars prochain. Je vous le disais en titre, un conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, s'est réuni cet après-midi à Abidjan. Présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, président du parti, la réunion a entériné la restructuration du parti avec la dissolution de la direction exécutive qui laisse place à un secrétariat exécutif. Passant en revue l'actualité sociopolitique du pays, le chef de l'État s'est par ailleurs prononcé sur plusieurs sujets, notamment l'actualité sécuritaire dans le pays. On retrouve Salifia Lekwe et Fulgence Kissiedou. Ce lundi, les cadres du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, étaient en réunion. Présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP, cette réunion politique a porté sur l'analyse de la situation sociopolitique et la restructuration du parti. À cette occasion, Alassane Ouattara s'est prononcé sur plusieurs sujets, notamment la situation sociopolitique, la marche de l'économie, les questions de sécurité. La Côte d'Ivoire est en paix, comme vous le constatez partout sur le territoire national. Bravo à nos forces de défense et de sécurité. Bravo à nos ministres de la Défense et de la Sécurité. Notre économie est en bon état et je dirais même qu'elle est florissante après le fort ralentissement causé par la pandémie de la Covid-19. À cet égard, pour nous prémunir des incursions terroristes, notre pays, en plus des mesures déjà prises, augmentera davantage ses capacités militaires et de renseignement. C'est ainsi que j'ai donné instruction au ministre de la Défense et au chef d'état-major général des armées d'augmenter de 10 000 unités les effectifs de l'armée et de 5 000 unités les effectifs de la gendarmerie. Et j'ai également donné instruction au ministre de la Sécurité d'augmenter les effectifs de la police d'au moins 5 000 personnes
en 2022-2023. Quant à la marche de son parti, Alassane Ouattara a souligné des points utiles pour la bonne marche du RHDP. Au terme des travaux, une liste de 40 membres a été dévoilée au compte du directoire du RHDP. Présidé par Gilbert Kafana Koné, ce directoire a pour vice-président le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, et pour vice-présidente, la chef de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara. Quant à Adama Pictogo, ancien directeur exécutif, il devient le secrétaire exécutif du parti présidentiel. 159 jeunes âgés entre 18 et 35 ans bénéficient depuis ce matin d'une formation dans les métiers de la grande distribution. La rentrée solennelle a eu lieu ce lundi au centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. On fait le point avec Mardoché Kwasi et Harouna Zeba. Pendant 5 mois, les 159 candidats retenus bénéficieront d'une formation dispensée par des professionnels de différents centres de formation et des entreprises de la grande distribution. Des candidats repartis dans 6 filières que sont les emplois polyvalents, la boucherie, la charcuterie, la boulangerie, la poissonnerie et les fruits et légumes. Une opportunité à saisir pour ces jeunes privilégiés qui ont été exhortés à être assidus et disciplinés tout au long de leur formation. Chers auditeurs, je vous invite à saisir cette opportunité pour vous reconstruire et acquérir l'expérience nécessaire à votre épanouissement et à votre développement personnel. Je voudrais aussi vous exhorter à la plus grande assiduité ainsi qu'à l'observance d'une discipline sans faille pour que tous ceux qui ont bâti ce projet en soient fiers et le poursuivent au profit d'autres jeunes en quête d'emploi durable. Ce projet d'un coût global d'un peu plus de 215 millions de francs CFA va être cofinancé par le FDFP et l'Agence Emploi Jeunes. Des efforts financiers de l'État à la hauteur de l'engagement de ces jeunes qui ont accepté de sortir des cloisons de la formation initiale pour se donner une nouvelle chance. On a ici l'illustration de ce qu'on veut de la jeunesse ivoirienne, qui n'est pas enfermée, qui est assez flexible, qui est une jeunesse ouverte d'esprit. Je suis sûr que cette opportunité qui vous est offerte aujourd'hui sera la bonne et vous permettra donc de réussir votre projet de vie. Les bénéficiaires, eux, se sont engagés par la voix de leur porte-parole à saisir cette opportunité, pour laquelle ils remercient le gouvernement ivoirien. Nous sommes conscients des nombreux efforts que vous menez sans cesse pour offrir aux jeunes des programmes de formation adaptés aux besoins du marché de l'emploi. C'est pour moi l'occasion de remercier ici le consortium des entreprises de la grande distribution et tous les acteurs qui ont travaillé à l'aboutissement du projet de formation au métier de la grande distribution. Une fois la formation théorique terminée, des stages pratiques seront offerts à ces jeunes par le consortium de la grande distribution, qui entend ainsi contribuer à la réduction du chômage, mais aussi à la productivité de leurs entreprises. Les images que vous allez voir sont les premières d'une chaîne de télévision sur le chantier de l'université de Bondoukou dans l'est du pays. Entamé l'an dernier, les travaux vont bon train. Déjà, dans l'ensemble, les grosses œuvres sont bouclées et les équipes s'affairent à engager la deuxième phase des travaux. Une étape qui devrait être achevée d'ici à octobre 2022 en vue de l'ouverture à la prochaine rentrée universitaire. Immersion sur les chantiers de l'université de Bondoukou dans ce reportage exclusif de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje et Fulgence Lissiedou. Bondoukou, capitale du nord-est ivoirien. Sur les terres de la ville aux 1000 mosquées, le chantier de la 8e université du pays. Sur le terrain, les travaux vont bon train. Premier bâtiment sorti de terre, la bibliothèque. C'est là que débute la visite guidée, conduite par le chef du projet de construction. Ce bâtiment est la grande bibliothèque de l'université de Bondoukou. C'est une bibliothèque qui comporte 1500 places assises, où l'on pourra consulter 20 000 ouvrages. Donc nous sommes au stade du gros œuvre, c'est-à-dire les travaux de béton et de maçonnerie, qui est pratiquement achevé. Et nous allons démarrer les corps d'état secondaires, savoir l'électricité, la plomberie sous peu, afin de livrer l'ouvrage dans les meilleurs délais. Cap maintenant sur le bloc de la présidence de l'université. Au bâtiment de la présidence. C'est un bâtiment qui servira de bureau pour l'administration de l'université. Donc, vous avez le président qui est au 4e étage. Vous avez plus de 150 bureaux, des bureaux individuels et des bureaux partagés pour tous les services, notamment
les ressources humaines, le secrétariat général, les finances, la comptabilité. À quelques pas de là, le bâtiment de la future école d'architecture. L'université de Bondoukou va abriter la première école d'architecture et d'urbanisme. Donc, comme vous pouvez le constater, les travaux de gros œuvres, c'est-à-dire de béton et de maçonnerie, sont pratiquement achevés. Les corps d'état techniques ont déjà commencé avec les réservations. Donc c'est un bâtiment qui est déjà très avancé et qui pourra être au rendez-vous de la rentrée d'octobre 2022. À l'arrière de ce bâtiment, les amphis de cours et de travaux dirigés. C'est un bâtiment qui est composé de 10 salles de TD de 60 places, des salles informatiques, 8 salles informatiques de 30 places et nous avons 3 salles de langue. Donc, ce sont ces bâtiments qui vont permettre de faire des cours de travaux dirigés et des cours de TP, puisque l'université de Bondoukou sera dotée d'équipements scientifiques dont l'acquisition est en cours. Non loin de là, les blocs affectés au volet social. Il s'agit des bâtiments de l'infirmerie, de l'hébergement et de la restauration. Tous bien avancés. Dans l'ensemble, les travaux vont bon train. L'ingénieur de conception est alors optimiste quant au respect du délai de livraison. Nous avons un ensemble de bâtiments, notamment la bibliothèque, la présidence, l'école d'architecture, qui présentent un niveau d'avancement très satisfaisant. Donc ce qui reste à faire, il s'agit dès à présent de lancer les corps d'état techniques qui ont déjà commencé. Il s'agit de la climatisation, de la plomberie, de l'électricité. Aussi, il y avait des travaux préalables à la construction de l'université elle-même qui sont déjà achevés, notamment la route d'accès à l'université, l'amener de l'eau potable où 14 forages ont été construits. Il y a un château d'eau qui est également achevé. Donc, nous pourrons être en phase avec la décision du gouvernement d'ouvrir cette université en octobre 2022. Même état d'esprit du ministre de tutelle. Le professeur Adama Diawara est optimiste pour l'ouverture de ce temple du savoir à la prochaine rentrée universitaire. Cette université sera de nature à nous permettre d'augmenter la capacité d'accueil dans les universités publiques et également d'étoffer, de diversifier l'offre de formation au niveau du supérieur public. J'apprécie le niveau d'exécution des travaux parce que nous avons vu ensemble, avec l'ensemble des acteurs, les délais d'exécution. Et je pense que tout est fait pour qu'en octobre 2022, effectivement, nous puissions faire la rentrée dans cette nouvelle université. Il s'agit d'une promesse du chef de l'État. Vous savez, il y a un dicton populaire connu en Côte d'Ivoire qui dit « Quand le président Ouattara promet, quand il dit, il fait ». Alors, il a promis que cette université va ouvrir ses portes en octobre 2022. Nous, en tant que ministère en charge du sous-secteur enseignement supérieur, nous ferons en sorte que cette promesse du chef de l'État soit tenue. Sur 300 hectares, l'université de Bondoukou aura en son sein 6 UFR, unités de formation et de recherche, une école d'architecture et d'urbanisme, 27 bâtiments, dont des dortoirs de 1000 logements pour les étudiants, un hôtel pour les enseignants, 5 amphis, dont un de 500 places et 4 de 250 places. Au terme de la première phase, elle va accueillir 3000 étudiants pour des formations en architecture et urbanisme, en art, en sciences sociales, en lettres, en langue, en développement durable et en sciences de la santé. Nos envoyés spéciaux dans la région se sont aussi intéressés aux activités de la subdivision Est des douanes ivoiriennes qui couvre les régions d'Abengourou, d'Anibilekro, de Bondoukou et de Bouna, qui fait face à des commerces de contrebande préjudiciables à l'économie nationale et à la santé des populations. Parmi ces trafics, l'importation de poulets congelés, la vente de produits de rente, dont le cacao et la noix de cajou, ou encore les médicaments de qualité inférieure et falsifiés et le trafic de drogue. Pour réussir leur coup, les contrebandiers opèrent sur des voies détournées, désormais sous le contrôle des soldats de l'économie ivoirienne. Une journée d'incursion sur ces voies de contournement des postes de contrôle à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. On retrouve Thiemé Dandje et Fulgence Tissiedou. À Bongourou, capitale de l'Est ivoirien, zone de forte production de cacao et de volaille. Des activités impactées par des commerces parallèles de vente clandestine de produits de rente et d'importation de poulets congelés du Ghana voisin. Stopper ces activités illégales, telle est la mission de ces hommes de la subdivision douanière de l'Est en charge de la surveillance et des interventions. Ce matin, nous avons une mission de reconnaissance du terrain par rapport aux pistes empruntées habituellement par les fraudeurs et pour pouvoir inonder le territoire national
de produits prohibés. Et donc, nous allons prendre la route. Nous demandons vraiment qu'il y ait la discipline pendant le mouvement. Leur zone opérationnelle, les routes détournées dans cette piste qui contournent 3 corridors, Niablé, Elibasso et Transua. Arrivé ici, même si on vient positionner des agents à l'entrée, ils ont la possibilité de bifurquer par là et puis bon, ils tombent en ville. Sur le tronçon Ménin à Pilar, première localité frontalière ghanéenne, plusieurs pistes parallèles démantelées. Voilà l'une des pistes que les trafiquants utilisent régulièrement pour acheminer aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Voilà l'une des pistes que j'utilise souvent. Cap maintenant sur Flaou, d'autres voies de contournement du poste de Niablé. En passant ici, on peut arriver à Falikro vers le bureau de Niablé. C'est-à-dire que l'usager qui en principe doit passer au bureau de Niablé pour faire des dédouanement, il a la possibilité de contourner le bureau, passer par cette route, sortir ici et puis rentrer sans se faire voir. 1 heure après, le commando est aux portes de Flaou. La zone de No Man's Land est muée en site de trafic tout azimut. Ils empruntent ça pour rentrer au Ghana. De la même manière qu'ils font pour les produits agricoles, c'est comme ça qu'ils transportent aussi les autres produits, que ce soit le sucre, que ce soit les poulets congelés et puis les M-Kif. Prochaine destination, la localité frontalière de Kotokossou. Sur la route, de vastes plantations de cacao qui dissimulent des pistes de la contrebande. Vous avez vu le camion qui est quitté là avec la NACAD. Voilà, là, il y a un camion ghanéen qui est venu déverser aussi la marchandise. Donc voilà un peu comment le trafic se fait. Même constat sur la voie menant à Oseikro, autre localité de la frontière ghanéenne. De là, cap est mis sur la piste contournée d'Agnibilekro. Là encore, d'autres voies démantelées, d'où les contrebandiers Rali Daoukro et Boaké, avec des produits préjudiciables à l'économie nationale et à la santé des populations. C'est une piste qui traverse les champs d'EVA. Et à travers cette piste-là, ils peuvent faire toutes leurs activités. Et même quand ils sont pris en chasse, ils peuvent s'évanouir sous les champs d'EVA. Sur ces voies détournées, la vigilance de ces hommes donne de bons fruits. Ces 2 dernières semaines, la subdivision Est a saisi 809 sacs de sucre frauduleux, soit 40,450 tonnes, 21,734 cartons de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 500 cartons de poulet congelé importés. À l'actif du détachement l'an dernier, la saisie de près de 3 tonnes de cannabis. Autant d'activités de contrebande que ces soldats de l'économie ivoirienne restent engagés à démanteler de jour comme de nuit. De l'Est, nous revenons dans le centre du pays, direction l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui vient d'abriter une rencontre d'experts des mines avec comme intérêt l'amélioration de la gestion de la petite mine en Côte d'Ivoire. La rencontre a permis de réfléchir sur des solutions à un entrepreneuriat minier au service du développement économique et social. Les précisions de Nadia Edja. La collaboration entre les acteurs publics, privés et académiques pour l'amélioration de la gestion de la petite mine en Côte d'Ivoire, qui est l'apport du milieu scientifique pour un entrepreneuriat minier au service du développement économique et social. C'est le thème choisi pour cet atelier de 2 jours tenu à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le présent atelier matérialise la contribution forte de l'INPHB et ses partenaires au secteur minier en vue d'assurer un accompagnement scientifique efficient et en particulier au secteur des petites mines en plein essor. Secteur des petites mines qui impose un contrôle, une régulation et surtout une attention particulière, notamment sur les questions liées aux pollutions environnementales. Des travaux qui entendent apporter une réponse efficace au fléau de l'orpaillage clandestin. Une des priorités du gouvernement qui a initié à cet effet en 2013 le programme national de rationalisation de l'orpaillage. L'objectif de ce programme est de réprimer l'orpaillage illicite et de formaliser le secteur de la petite mine à travers un processus de formation d'artisans miniers matérialisé par le projet des chantiers écoles. De façon concrète, en ce qui concerne la répression, le gouvernement a mis en place une brigade de répression des infractions au code minier, la BRICM, dont les actions sur le terrain ont produit des résultats satisfaisants. 195 autorisations d'exploitation minière ont été signées grâce à cette politique.
Dans la même veine, 12 chantiers-écoles ont été installés permettant la formation de milliers d'artisans dans le domaine des mines. Le bilan de l'immeuble qui s'est effondré il y a quelques jours à Treichville s'est alourdi. Le dernier rescapé sorti des gravats a succombé à ses blessures, portant à 7 le nombre de morts selon le porte-parole des victimes sur le lieu du sinistre. Des survivants racontent la tragédie et appellent les autorités à situer rapidement les responsabilités. Pierre Di-Pomelin, Aruna Zeba. 24 heures après l'effondrement du chantier de l'immeuble de 7 étages, le quartier Bonipierre, dans la commune de Treichville, est toujours sous le choc. Sur les lieux, 3 pelleteuses dégagent les gravats sous le regard ému des habitants. L'immeuble contigu au chantier est lui aussi touché par le choc de l'éboulement. Ses occupants ont été contraints de le quitter. Ali et sa femme ont échappé belles à ce drame. Mais il ne reste plus grand-chose de leur chambre à coucher. Il y a une partie de l'immeuble qui est tombée sur nous pendant qu'on était couchés. Il y avait tellement de nuages de poussière, vraiment, je ne pouvais même pas voir quelque chose. C'est à la suite de ça, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et puis je suis sorti avec ma famille. Khalil, un autre miraculé, a lui aussi été réveillé de son sommeil ce jour-là. Moi, c'est Dieu qui m'a sauvé. Là, ma chambre est complètement détruite. Là, ça fait 2 jours que je ne dors pas. Je suis sur pied. Les victimes collatérales sont nombreuses. Plusieurs familles impactées aux alentours du lieu du sinistre sont sans abri. Elles appellent à l'aide. Il faut des reloger. D'abord. Est-ce que la partie qui a été détruite va être reconstruite par le propriétaire en combien de temps? Est-ce qu'on rentre en contact avec le propriétaire du bâtiment qui s'est effondré? Dans combien de temps? Et puis nous-mêmes, nos enfants, comment ils retournent à l'école? Est-ce que vous voyez? On ne va pas parler des prises en charge médicales parce que ça a été à nos propres frais jusqu'à ce jour. En tout cas, personne ne peut pour le moment montrer le contraire. Jusqu'à ce jour. Nous qui avons été les premiers à être évacués, c'était à nos propres frais. Donc, nous, on veut, s'ils peuvent en tout cas reconstruire ou bien remettre en état pour qu'on ait de quoi se coucher. Ils ont essayé de nous reloger. Regardez cette grande cour. Nous sommes environ 16 familles, mais pour 5 chambres d'hôtel. Qu'est-ce que vous voyez? C'était hier nuit qu'on a découvert ces chambres. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce sont des bonnes volontés. Par 2 fois, le ministère de la Construction avait marqué à détruire sur les murs du chantier. Mais les travaux se sont poursuivis malgré ces mises en demeure. Les riverains appellent à situer les responsabilités et punir les coupables. Il y a eu des mises en demeure. Quand on met une mise en demeure, ça veut dire qu'il y a un problème sur le chantier. Et quand le chantier continue, c'est que le problème a été réglé. Mais avec ce qui est arrivé, on constate que le problème n'a pas été réglé du tout. Nous, on veut que les responsabilités soient situées et que les responsables payent. Parce que c'est un drame de trop. Les effondrements répétés des immeubles à Abidjan, un phénomène qui fait de nombreuses pertes en vie humaine. Les populations agacées appellent à une solution définitive. À l'étranger, la Russie ne participera pas au Mondial 2022 qui se jouera au Qatar en raison de la guerre qui l'oppose à l'Ukraine. L'annonce est tombée ce lundi, une énième sanction depuis cette situation après les restrictions d'ordre économique que subit déjà le pays. Nadia Edja. Après les sanctions économiques, les conséquences de la guerre en Ukraine continuent de tomber sur la Russie. Le pays de Vladimir Poutine vient d'être exclu de la Coupe du monde de football qui va se tenir du 21 au 18 décembre. Une annonce faite par la Fédération internationale de football ce lundi, les différents clubs du pays ne sont pas épargnés par ces sanctions. Ils sont privés jusqu'à nouvel ordre de toute compétition internationale. L'UEFA a décidé aujourd'hui de mettre fin à son partenariat avec Gazprom dans toutes les compétitions. La décision prend effet immédiatement et couvre tous les accords existants, y compris la Ligue des champions de l'UEFA, les compétitions des équipes nationales de l'UEFA et l'Euro 2024. La FIFA et l'UEFA suspendent les clubs et les équipes nationales russes de toutes les compétitions. La Fédération russe de football dit être en désaccord total avec cette mesure qui aura pour effet discriminatoire sur un grand nombre de sportifs, d'entraîneurs, d'employés de clubs ou de la sélection nationale.
Avant cette suspension, la Russie avait abrité l'édition précédente de la Coupe du Monde en 2018. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.